Bien, on est ravis de vous recevoir ce soir, une fois de plus, sur la plateforme The Dental. En mon nom et au nom d'Éric Serfati, qui m'accompagne toujours pour la modération de cette conférence. Et on est ravis également d'accueillir le docteur Victoria Sansalvador, qu'on présentera un tout petit peu plus tard, le temps de vous laisser vous installer pendant les 2-3 minutes. On vous laisse toujours un petit temps pour vous mettre à l'aise et on va, avec une petite musique de fond concoctée par Guillaume, qui va vous présenter la plateforme dans quelques minutes. Voilà, on va attendre les retardataires une petite minute. C'est le The Dental Jazz Band. Voilà, The Dental Jazz Band. À tout de suite. Avant de démarrer. Bonjour. Salut les amis. Voilà, encore 30 secondes avant de démarrer. De rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Eh ben, il est 20h02. Les retardataires, tant pis pour eux, parce que ils arrivent. Le début, le milieu, la fin, tout est important. Voici le début. Donc, bienvenue Victoria, on est ravis que tu sois là. Avant de te présenter avec plus de précision, comme d'habitude, et un peu plus que d'habitude ce soir, parce qu'on a constaté lors des dernières conférences qu'il n'y avait pas beaucoup d'interactions, et c'était peut-être lié au fait qu'on ne vous expliquait pas trop comment fonctionnait la plateforme. Alors, je vais laisser la parole à notre maestro Guillaume, qui va expliquer un petit peu à tout le monde comment fonctionne la plateforme pour qu'on puisse recueillir vos questions, le cas échéant, lorsque Victoria cherchera à vous connaître un petit peu plus. Guillaume, je te laisse un petit peu présenter la plateforme StreamYard. L'outil. Oui, bonsoir à tous. Moi, je serai en coulisses pendant cette conférence, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir interagir avec Jean-Paul, Eric et Victoria ce soir. Vous avez donc dans la plateforme la possibilité ici, normalement, un petit élément qui s'affiche en haut à droite de votre écran, afficher le chat, qui va vous ouvrir une fenêtre sur la droite dans lequel vous allez pouvoir rentrer nom, prénom et puis pouvoir interagir avec nous, poser vos questions, réagir. Et si vous ne voyez pas afficher le chat ici, c'est que certainement vous êtes en mode plein écran. Donc, il faut juste revenir en mode pas plein écran et puis vous aurez la fonctionnalité et vous pourrez interagir avec nous. Hop, voilà, juste nom, prénom. Et puis après, on va pouvoir échanger ensemble. Voilà. Et donc, pour l'interaction, on compilera, s'il y a des questions, évidemment, on compilera les questions pour ne pas interrompre la conférence de Victoria. Et on posera les questions soit au milieu de la conférence, soit à la fin de la conférence. Voilà. Je vous dis un petit mot de l'actualité de The Dental, comme d'habitude. Donc, on ouvre un espace micro-learning et de conférences replay à partir de novembre. C'est un espace qui est très, très dense, puisqu'en fait, le micro-learning, vous connaissez, c'est une méthode d'apprentissage en petits modules rapides qui sont des modules qui se suffisent à eux-mêmes ou bien qui sont des modules qui sont issus de conférences plus académiques. Quelle durée les modules ? Les modules peuvent durer de 5 à 15 minutes, donc c'est à la fois une connaissance qui se suffit à elle-même ou bien qui peut effectivement être le levier d'une formation plus académique qui est sur le site, qui est plus complète. Voilà. Donc là, en termes de micro-learning, il y a à peu près 80 heures de contenu qui seront alimentés en permanence. Et puis, il y a également les replays des conférences actuelles et passées, puisque vous savez que The Dental est une société scientifique qui a plus de 20 ans d'existence, et on a sélectionné les meilleures archives
qui sont toujours d'actualité. C'est du très, très, très bon. Voilà. Les meilleures archives, c'est du top du top. Alors, ça fait mal pour les conférenciers parce qu'ils ont pris un petit coup de vieux, mais c'est pas grave. Et même le modérateur, d'ailleurs, même les modérateurs. Non. Mais le contenu est quand même… On a laissé l'horloge bloquée il y a quelques années. On est très content comme ça. Voilà, donc c'est magnifique. On a des conférences de haut vol et il y a à peu près plus de 25 heures de contenu qui vont s'alimenter encore une fois au fil des mois et au fil de l'année 2025. La suite, c'est également des nouvelles formations à la fois à la fin de 2024 et 2025. On a 2 masterclass magnifiques en dentisterie esthétique directe, donc sur les composites évidemment, et une masterclass en dentisterie esthétique indirecte, facettes, qui sont des journées de 2 jours à chaque fois, avec Grégory Brambilla qui est un maître en la matière et qui est chef de service à Milan et qui a de nombreux titres à son actif. Voilà, c'est immersion pendant 2 jours avec Grégory Brambilla. La fameuse masterclass dont Victoria va nous parler, qui va être menée par Victoria l'année prochaine sur The Dental, 1 jour et demi en présentiel. Tu vas nous en parler évidemment tout à l'heure, puisque ce webinaire, cette conférence, c'est une sorte d'explication, d'initiation à ce que tu vas nous présenter. Puis on a toujours nos 2 certificats, l'un d'anatomie numérique, comment naviguer avec un casque Oculus dans l'anatomie tête et cou, et également le certificat EDU d'impression additive. L'impression additive qui, comme vous le savez, fait partie aujourd'hui intégrante du cabinet dentaire. Impression 3D, le quotidien, au fauteuil, très réactif. Voilà. Et dans notre actualité immédiate la plus brûlante, donc les TP, Guillaume, slide suivante, on a 6 TP en novembre et décembre. On a de l'endodontie avec David Bensoussan, donc en une journée de présentiel à Boulogne. On a également avec Chloé Barban, technique fondamentale en parodontologie quotidienne, c'est de l'initiation à la parodontologie sur mâchoire animale. On a un TP implantologie et CFAO, extraction, implantation et mise en esthétique immédiate avec Cyril Fontenot le 19 novembre. On a également le 10 décembre un TP d'initiation à l'implantologie à la fois chirurgicale et prothétique. On a un magnifique TP in les facettes le 11 décembre et on terminera l'année avec le laser, avec Carlos Fer, sur les applications du laser diode. Voilà. Tout ça, c'est des TP qui fonctionnent déjà, qui ont déjà fonctionné, qui sont très appréciés. Oui, absolument. Ce sont des TP qu'on a réalisés à plusieurs reprises dans l'année et on a rajouté des dates justement en décembre pour pouvoir satisfaire la demande. Voilà. Eh bien voilà, merci Guillaume. Donc Victoria, on est ravis de t'accueillir sur la plateforme The Dental. Je vais te présenter évidemment pour ceux qui ne te connaissent pas. Grande professionnelle, Victoria. Voilà, tu es enseignante et formatrice en endodontie, tu es spécialiste exclusive, tu es membre de la Société européenne d'endodontie, tu as un master d'endodontie de la Société européenne et tu es diplômé en médecine dentaire de l'Université de Barcelone en Catalogne et tu as publié de nombreux articles et notamment un case report dans Quintessence. On est ravis de t'accueillir. Eh bien, écoute, tu vas nous régaler ce soir, j'imagine, avec des cas cliniques magnifiques et nous dire probablement un petit mot de cette masterclass qu'on attend avec impatience. Parce que pendant Victoria, on doit bien le noter, elle a la gentillesse de partager sa connaissance et son expérience. On te remercie. Voilà. Eh c'est le propre des grands enseignants. On te laisse la parole, beaucoup pour cette présentation. Et là, j'ai partagé l'écran. Alors, et voilà. Et c'est parti. Alors, Guillaume, si tu veux bien switcher vers l'écran de Victoria, comme ça, on verra. Je dois faire. Okay. Ouais, j'y vais. Dès que je vois l'écran. Ouais, allez-y, Victoria. Alors, nous, on ne le voit pas encore, mais ça, voilà. On va passer sur l'écran de Victoria. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, bonjour à tous à nouveau. Bon, plutôt bonsoir. Et voilà, j'espère que la journée, ça a été pour vous et que vous êtes chaud pour parler un peu d'endodontie. Donc, on va démarrer. L'objectif aujourd'hui, ce soir, c'est de vous donner quelques tips, quelques conseils que vous pouvez appliquer directement dans votre pratique clinique et surtout, voilà, de
vous donner des informations qui vont vous faire sentir plus à l'aise dans votre pratique. Donc, en tant que formation, quand on donne information au webinaire, comme dans ces cas-là, en endodontie, on attend toujours parler directement, passer à parler de l'intérieur de la dent et des racines et des canaux. Mais les soins démarrent beaucoup avant tout ça. Et les étapes précédentes à cette intervention en endodontie qu'on va faire vont être la clé du succès qu'on va voir après. Par exemple, saviez-vous que la raison plus importante pour laquelle on va voir un échec après un soin d'endodontie, ça n'a rien à voir avec tous les processus de soin d'endodontie en soi. C'est pour la filtration coronaire. On peut regarder par exemple ces deux cas-là, les cas qu'on voit à droite, et on observe un traitement d'endodontie qui est un peu, et il fallait mettre plus, etc. Mais la raison pour laquelle dans cette radiographie il y a eu un échec, donc une lésion parodontale en type apical, conséquence, c'était pour la filtration coronaire pour l'état mauvais de cette reconstruction. Ensuite, à gauche, c'est ce qu'on a, c'est un traitement dentique qui est améliorable, évidemment, mais les problèmes dans ces dents, ça va être un problème de restauration, donc ça ne va pas être lié à cette côté endo. Donc, par exemple, je vous mets une autre radiographie ici. On observe une énorme lésion qui vient de la partie cervicale de la dent, donc qui descend de la partie cervicale de l'os vers apical. Et déjà, quand on observe cette radiographie, peut-être qu'on peut se lancer à avoir décidé un traitement ou quoi, mais déjà, il faut considérer l'information suivante. Seulement entre 3 et 6% des cas avec des lésions parodontales profondes vont développer une nécrose pulpaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que seulement un petit pourcentage vont donner un problème endodontique par la suite. C'est-à-dire, je mets à nouveau cette radio, on va y aller doucement. Et déjà ici, peut-être qu'on voit cette image et on veut directement décider, non, en fait, on va faire les soins d'endo, non, en fait, on va faire ceci, cela. Non. Avant rien, c'est ce qu'on va faire, c'est avoir plus d'informations. Donc déjà, est-ce que la dent répond au test froid ou au test électrique, donc la vitalité de la dent, et en plus faire une imagerie, donc voir les CVCT. Au moment qu'on va voir les CVCT, et c'est ce qu'on observe dans cette image qu'on voit ici, la partie en bas par exemple, vous voyez qu'il y a cette perte osseuse, mais qui n'arrive pas à la partie apicale. Donc, on est devant d'un problème parodontal, il n'y a pas un problème endodontique lié ici. Donc, au moment qu'on a confirmé ça avec toutes les informations précédentes, on peut faire un diagnostic sur cette dent. Les traitements ici, ça va être parodontal et on va simplement surveiller la vitalité. On ne va pas rentrer au problème endo. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Donc, déjà, il n'y a pas longtemps, je me trouvais donc, avec plein de questions sur endo. Comment je vais démarrer les soins d'endo? Comment je vais faire ceci, cela? Est-ce que je vais trouver les canaux MV2, etc. Mais qu'est-ce qui est changé depuis et qu'est-ce que ça fait que, voilà, on peut avancer. Donc, déjà, l'expérience de la pratique, mais surtout, le fait de savoir et comprendre qu'il faut avoir toutes les informations précédentes dans chaque situation. Donc, ça veut dire, Victoria, que effectivement, l'endo, c'est le geste, c'est les instruments, c'est la qualité, évidemment, de l'instrumentation, mais c'est avant tout le bon diagnostic. Exactement. On va aller là tout de suite. Et on va aller là tout de suite. Déjà, pour comprendre en termes général, l'objectif de l'endodontie, c'est très, très simple. C'est rien d'autre que prévention et traitement de la parodontite apicale. Mais en soi, qu'est-ce que c'est la parodontite apicale? On parle, je vais aller tout de suite à ce que tu viens de dire, Jean-Paul, sur le diagnostic. On va voir des exemples tout de suite. Dans cette radiographie, on observe cette radiolucidité en apicale. Donc, on dit oui, et bien sûr, le patient, vous avez une lésion, vous avez une infection. Après, on observe, je vous mets un peu ici l'exemple parce que cette infection est tellement, voilà, elle est assez importante. Donc, on observe dans cette partie à droite, cette perte osseuse assez importante à ce niveau-là. Donc, ça, c'est évidemment la parodontite apicale. Vale. On observe dans un... Avec une lésion énorme lésion. Énorme lésion. On va voir. C'est énorme. Voilà. Ensuite, voilà, il a ici, c'est simplement une autre image. Donc, ici, on est devant d'un cas, voilà. On est devant d'un cas où il y a eu une nécrose qui n'a pas été traitée
et qu'ensuite, ça a donné cette tissu de granulation. Attendez, hop. Mais question, qu'est-ce que c'est les tissus de granulation? Donc, je vous mets une petite image pour que vous compreniez un peu plus. Ça, c'est voilà, un traitement de chirurgie. Mais simplement pour que vous voyez, on parle des tissus de granulation, on parle des images périapicales et des lésions, etc. Mais je crois qu'on n'arrive pas à comprendre exactement de quoi on parle. Donc, en fait, les tissus de granulation, ça va être la substitution de ces tissus osseux que, on va continuer à développer jusqu'au moment qu'on n'enlève pas la source bactérienne. Donc, c'est ce qui se trouve dans les tissus canalaires. Au moment qu'on aura enlevé tout ça, on n'aura plus ces tissus de granulation. Je mets simplement cette image pour vous mettre un point en tête pourquoi on voit cette radiolucité et qu'est-ce que c'est en vrai. Donc, c'est tout ce tissu granuleux. Donc, voilà. Ici, donc, quand on a fait des granulation, c'est formé au détriment de l'os. Exactement. Donc, en fait, au moment qu'il y a une source bactérienne à l'intérieur des racines, c'est ce que ça va faire, c'est au moment que ce ne soit pas traité, ça développe et ça continue et ça mange, pour dire de quelque manière, tous les tissus osseux qu'il y a autour. Donc, jusqu'au moment qu'on ne lève pas la source de ce problème, que ça va être la nécrose du tissu nerveux dans les systèmes canalaires, on ne va pas arrêter cette procédure d'élimination de l'os et production de tissus de granulation. Donc, dans ces cas-là, ici, peut-être qu'on aurait pensé, il faut faire la reprise endo de la 25 et les traitements. Non, simplement, on était devant une nécrose d'une 24. Au moment qu'on a fait ces soins d'endodontie et qu'on a fait un contrôle, dans ces cas-là, à 8 mois, on voit déjà une amélioration et une régénération osseuse tout autour de cette prémolaire. J'ai au moins simplement le CVCT qu'on a fait un contrôle à 2 ans. On voit qu'il y a un développement de la corticale. Et ici, il y a toujours une petite partie qui va guérir. Mais déjà, c'est assez avancé. Donc, est-ce que je peux te poser une question, Victoria? Absolument. Dans un cas comme celui-là, oui. tu cumules le traitement de racines avec la chirurgie. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer uniquement faire le traitement de racines et attendre une cicatrisation, une recalcification sans chirurgie? Sans chirurgie. Dans un cas comme ça, d'où à quelle origine c'était simplement la nécrose d'une prémolaire dans ces cas-là, et on va faire directement les traitements endo, on va contrôler. Si dans l'avenir, ça ne va pas guérir au bout de 6 mois, un premier contrôle et un deuxième contrôle à 1 an, et on va procéder avec les soins de chirurgie apicale parce que la lésion périapicale est tellement grande qu'il faut aider à cette cicatrisation. Donc, en fait, les seules choses ici à considérer, c'est pas se précipiter et connaître la raison du soin. Parce que parfois, c'est un peu faire des endos très belles, mais si on ne sait pas la raison pour laquelle on est en train de faire cette soin, on n'a pas toutes les informations précédentes, peut-être qu'on est en train de faire un endo très belle et en fait, c'était un traumatisme occlusal à cause du bruxisme ou il y a une couronne qui est mal ajustée. Donc, en fait, des problèmes ne venaient pas de là. Donc, on n'est pas en train de régler cette problème. Voilà, la cause. Et au moment qu'on connaît vraiment la raison et on fait un bon diagnostic, on peut avoir des bons résultats selon chaque intervention, chaque dent. Et si on peut assurer une bonne éventualité coronaire. Exactement. Et ici, j'ai fait une petite parenthèse, comme on a dit tout à l'heure, pour mentionner avec ce petit schéma tout ce qu'on va traiter dans le masterclass, parce que là, évidemment, c'est ce qu'on va voir là. J'ai fait une petite introduction, mais c'est ce qu'on va voir là à continuation, c'est plein de cas et des petits tips pour appliquer dans notre pratique. Cette petite schéma, c'est pour voir tout ce qu'on verra dans la masterclass. Donc déjà, on va voir les fondamentaux avec les diagnostics objectifs du soin d'endo et les traitements en soi. On va voir aussi un peu de littérature pour comprendre un peu plus en profondeur. Ensuite, dans les diagnostics, donc comment les faire, et à niveau clinique et radiographique, plein de petites conseils, etc. La pulpotomie partielle, qui c'est un sujet qui ça cause beaucoup de questions et des doutes. Et évidemment, endodontie initiale, reprise et sur les CVCT. À niveau de pronostic et avec un peu de littérature. Toutes les étapes, tous les protocoles. En fait, dans la masterclass, on verra tout ça, mais on aura aussi le temps de voir
Et plein de questions, parce que pas mal de vous m'avez posé des questions sur Instagram. Est-ce qu'on peut voir des cas ensemble? Est-ce qu'on peut voir ceci, cela? Avec plaisir. Et on peut voir tout ça, bon, tout ce que vous avez besoin à ces moments-là. Ensuite, voilà, restauration, que c'est, comme on a mentionné, la partie qui va faire, ça c'est la cause plus importante de chèque dans les cas d'endodontie, et plein cas clinique. Donc, à partir de là, je vais continuer et voilà, on va parler plus en profondeur de toutes les choses pour faire des belles endos et avoir moins de blocages pendant notre soin d'endodontie. Donc, voilà. Déjà, toutes les informations précédentes qu'on a besoin avant de démarrer et de faire quoi que ce soit. Et n'importe quel type de cas, si c'est une personne qui a une petite douleur ici, ah non, en fait, c'est un petit gène sur la gencive, n'importe, il faut avoir tout. Au moment qu'on a toute la carte devant nous, c'est sûr qu'on aura moins de questions et de blocages par la suite pendant nos soins. Donc déjà, est-ce que la dent est vitale ou pas? Est-ce qu'il répond au froid? Est-ce qu'il y a un sondage parodontal, s'il est profond ou si c'est un sondage physiologique? Les férules, qu'est-ce que c'est les férules? Les férules, c'est la... Oui, les férules, c'est la quantité de dents en bonne santé qui nous reste pour pouvoir faire une reconstruction par la suite. Et cette férule, il doit être minimum de 2 mm au-dessous de l'os pour pouvoir faire une reconstruction solide et après, voilà, faire une couronne ou reconstruction. Mais le concept férule, en fait, c'est est-ce qu'on a des férules ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai ces 2 mm des bases des dents, des structures des dents en bonne santé ou pas? Si on l'a, on peut reconstruire la dent. Si on ne l'a pas, on doit avoir des autres options. Okay. On en parlera plus en profondeur dans la masterclass, je crois, parce que ça, c'est un sujet assez intéressant. Voilà, ensuite, les CVCT, les férules aussi, pour voir, pardon, j'ajoute un truc, on verra la quantité de férules avec la radiographie des mordures. Je crois que ça, c'est comme ça qu'on appelle la bite wing. Ouais. Voilà, bite wing. Et c'est ça. J'écris en anglais bite wing et l'occlusion. Donc, on aura tout ça. On a toutes les étapes pour procéder. Ensuite, je vais vous parler de l'accès canalaire, vite fait, mais c'est un truc qui pose beaucoup de questions. Il y a 2 choses à considérer sur l'accès canalaire, très important, et dès maintenant, vous allez tous vous l'appliquer. Numéro 1, la taille de notre accès canalaire. Ça va dépendre évidemment de la dent. Mais quand on est à la fac et quand on apprend l'anatomie dentaire et tout, en fait, on pense tous, OK, j'ai un molaire supérieur et je dois rentrer comme ça avec ma fraise de boule tout droit, suivant la ligne de la cuspide. Oui, dans un monde idéal, ça peut être comme ça, mais en général, c'est rare d'avoir un accès caméral tout parfait avec toute l'anatomie de la dent. Normalement, ça va être donc, avec un gros carie, donc on devra savoir si on se met plus à droite ou plus à gauche, etc. Donc, déjà, la taille de l'accès canalaire, on va voir tout de suite, et la direction. C'est un truc qu'on a oublié très souvent et ça m'arrive super souvent d'avoir en fait, je vous envoie cette patiente parce que je n'ai pas trouvé les canaux. En fait, ça suffit de voir la direction des dents. Donc, en maxillaire, ils vont être un peu en protrusion vers vestibulaire et en mandibule, ça va être à l'envers, mais ça va complètement. Donc, si avec un CVCT initial ou en voyant un peu l'axe de la couronne en bouche, on saura déjà comment se placer. Et là, on voit une petite image dans cette vidéo, parce qu'en fait, ça, c'est la typique accès caméral dans un monde idéal. On a un accès classe 1, on a toutes les parois de la dent autour. Et je vous mets cette image parce que c'est très intéressant de voir dans les sols de la chambre pulpaire, on voit la typique, pas décoloration, mais la partie foncée, que c'est un peu les dessins de canaux radiculaires que ça va faire dans la base de la chambre pulpaire. Dans toutes les chambres pulpaires, normalement, ça va être comme ça. Et quand il n'y a pas de carie, quand il n'y a pas de tension, etc. Et par exemple, dans le molaire inférieur, donc on sait déjà que ça va faire une forme un peu de triangle avec les mésiales, les mésiovestibulaires, pardon, les mésiolinguales. Et en distal, ça va faire un peu plus large. Ici, on a 2 accès de distal. C'est un distal qui est un peu plus élongué. Mais normalement, on va se trouver dans des cas comme ça. C'est-à-dire, un accès caméral, par exemple, à droite, c'est un peu plus étroit parce que c'est un molaire supérieur.
à gauche, pardon, mais à droite, on a déjà une perte de la paroi distale, on a une perte de la partie vestibulaire, donc l'accès caméral, ça va être beaucoup plus large. Mais vous pouvez voir quand même dans ces deux images que la partie du sol de la chambre pulpaire est beaucoup plus foncée. Donc déjà, c'est une chose que ça peut être une guide pour trouver le canal radiculaire. Ici, par exemple, on a perdu les deux parois mésiales et distales et avec les CVCT précédents, j'ai pu savoir que cet accès caméral allait être très élongué. Je ne vais pas aller chercher les triangles typiques de molaire supérieur. Et c'est pour ça qu'on a pu trouver cette ligne d'accès caméral. Ici, par exemple, on voit une chambre pulpaire qui est très calcifiée, très étroite. Donc, notre accès, ça va suivre un peu cet axe. Parce qu'avant de m'y lancer, j'ai pris le temps de regarder cette image, j'ai pris le temps de regarder comment je vais aborder cet cas. Et c'est pour ça que mon accès caméral, ça va être en suivant cette ligne droite. Par contre, dans ces cas-là, on voit déjà qu'il y a un énorme carie, etc. Donc, c'est ce qu'on va, on va être obligé, en fait, de nettoyer toute cette partie-là et faire ces caméral beaucoup plus large. Donc, on va lire d'avance devant quoi on va se trouver. Ici, simplement, quand on voit l'image à gauche, et on sait que c'est un prémolaire première prémolaire supérieure, donc on va déjà chercher les deux canaux, mais peut-être si on n'a pas pris le temps de voir cette radiolucité avec les deux racines, on va voir simplement une lumière des canaux qui disparaît au long des racines. Donc, si on prend le temps de lire cette image et on sait déjà, donc ma taille de l'accès caméral, ça va être élongué parce que je vais chercher ces deux canaux. Je ne vais pas oublier un des canaux, je vais élargir de façon nécessaire pour pouvoir y accéder. Ça veut dire ça veut dire que pour la direction, il faut évidemment avoir comme information la radiographie, regarder l'axe de la dent en bouche, mais également selon la cavité ou selon le défaut ou en tout cas le délabrement, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir être dans l'axe, exactement dans l'axe, pour pouvoir effectivement tomber sur, trouver les canaux et tomber sur la chambre pulpaire en ayant en mémoire qu'il y a un fond. Le plancher pulpaire est toujours un petit peu plus gris. Oui. Normalement, dans les traitements initiaux, ça va être beaucoup plus facile de voir cette fond pulpaire un peu plus foncé. Après, par exemple, cette image, voilà, et c'est un accès caméral à travers une couronne. Donc, tout l'intérieur, ça va être déjà en couleur un peu pareil, c'est tout un peu foncé. Ouais, mais exactement ce que vous venez de dire, c'est là, pour pouvoir accéder ici, comme l'anatomie de la dent a été complètement changée parce que l'anatomie de la couronne a été faite dans un laboratoire. Donc, j'ai dû regarder avec le CVCT, avec la radiographie périapicale, cet axe, et pour pouvoir savoir si la chambre pulpaire, ça va être petite ou large, et vers où je vais directionner cet accès. Mais là, pour voir un peu mieux, c'est ce que vous venez de poser la question, et sur la direction, ici, c'est un cas, je trouve très intéressant parce que c'est une correspondante qui m'envoie la patiente. En fait, j'arrive pas à trouver les canaux, il est très calcifié. J'ai fait la première radiographie et je vois ça. Qu'est-ce qu'on observe ici? Donc déjà, je ne sais plus si vous voyez mon mouse. Non, bon, bref. Vous voyez cette partie accès caméral où il y a le matériel temporaire. Ensuite, un gros élargissement, donc la fraise dentiste qui a essayé d'aller chercher les canaux, les canals. Elle est descendue assez bas, mais heureusement, elle s'arrêtait à temps. Et après, on voit cette lumière des canaux qui, évidemment, elle est très fin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne se lance pas directement et on fait un CVCT. Toujours un CVCT. Qu'est-ce qu'on voit dans les CVCT? Faites attention, là, on va descendre de coronelle à apicale et vous voyez voilà, vous voyez la petite boule noire. Ouais. Donc, en fait, là, donc, la dentiste, heureusement, elle s'arrête. Après, on voit la énorme lésion périapicale. Mais je vais mettre à nouveau pour voir un peu mieux. Voilà, donc là, on va voir ici la fraise de la dentiste. Elle est allée vers vestibulaire. Elle s'est arrêtée jusqu'au point de peut-être faire une petite perforation. Elle s'est arrêtée à temps.
Mais En voilà. fait, la direction n'était pas latine. Exactement. Et non, la direction de la dent, elle était vers palatin, donc c'est cette vestibularisation de la couronne, et que la racine est vers palatin. Et elle a voulu suivre en ligne droite, et c'est pour ça la voir l'autre axe de CVCT, mais elle s'est arrêtée ici en laissant une petite paroi, encore des tissus dentaires. Elle aurait pu faire un faux canal, là. Exactement. Bon, plutôt qu'un faux canal, ça aurait été une perforation directement. Ici, on voit très clair. Ouais. Voilà. Presque, heureusement, elle ne l'a pas fait, mais quand on voit ici, oula, là c'est bloqué. Là, ça va venir à nouveau. Mais on voit la ligne de la fraise qui, voilà, elle a suivi cette ligne droite. Ah oui. Oui, tout à fait. Bah, il ne reste pas grand-chose en vestibulaire. Hein. C'est ça. Donc, en fait, évidemment, parce que ça, avec les microscopes, c'est plus simple, mais c'est ce que je veux faire, c'est suivre, savoir qu'au moment que je rentre dans la dent, je ne vais pas suivre le plancher, donc la base qu'elle a créée avec la fraise, je vais aller vers palatin. Donc, en sachant ça d'avance, j'enlève le provisoire, je m'arrête où je vois cet arrêt qu'elle a fait et j'obture cette partie apicale et après le reste, et voilà, avec du composite parce que la paroi parvestibulaire était tellement fine que sinon ça aurait été trop fragile. Et ensuite, un autre cas, ici, voilà, c'était un peu pareil parce que les correspondants, il n'arrive pas à trouver les canaux. On se trouve devant un prémolaire et on voit une petite partie foncée à niveau cervical de la 14. Et au moment que j'ai fait les CVCT, paf, vous voyez cette ligne. En fait, il a voulu aller vers mésial, mais l'accès, c'était pas vers mésial, il était vers distal. Donc, si peut-être qu'il aurait eu cette information précédente, s'il aurait regardé que la ligne était vers distal, il aurait suivi déjà ce schéma et il aurait évité, dans ce cas-là, on a vraiment la perforation. Et voilà. Dernier cas. Et là, cette dent-là qui est perforée, elle est perforée très sous-gingivale, quasiment dans le septum osseux. C'est très compliqué, vu la taille de la racine, de conserver une dent comme celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors là, tout à fait. Les pronostics de ces dents, il n'est pas top parce que la perforation, c'est subgingival, c'est à niveau, c'est au-dessous de la laque, mais il est limite parce qu'il est à niveau cervical quand même. Donc ici, il faut faire déjà expliquer au patient que le pronostic est mauvais, mais que s'il est motivé pour essayer de garder la dent, donc c'est toujours le mieux. Ici, c'est ce qu'on a fait, c'est faire les traitements endodontiques et ensuite obturer la partie qui est en contact avec l'os, comme perforation avec de la biodontine, et toute la reconstruction coronaire, sans ténon évidemment, une reconstruction avec du composite pour faire une overlay ou un courant par la suite. Mais là, c'est surtout prévenir aux patients, en fait, parce qu'on est vraiment au cou de la dent. C'est la partie plus fragile. On peut avoir une perforation énorme apicale, ça, c'est gérable. Mais si on est au cou de la dent, les pronostics, il pas. Surtout ici, prévenir aux patients. En fait. Bien sûr. Dans les cas ici, c'est la même chose que la première, parce que c'est en incisive. Mais le problème, c'est que il était déjà traité. Déjà, on voit une chose qu'on n'aime pas trop dans la périapicale, c'est la perte osseuse. Vous voyez que ça descend à cervical, il descend jusqu'au niveau du ténon. Donc là, c'est déjà un indice que ça ne va pas trop. On va faire les scanners, on observe cette perforation. Voilà. Donc ici, c'est mort. Victoria, on a une petite question, pas sur ce cas-là, pas sur le cas d'avant, mais sur le cas d'avant où tu es parti en palatin pour pouvoir obturer la prémolaire. La question qu'on a d'un auditeur qui est est-ce qu'on obture, pas ce cas-là, un peu avant, encore avant. Ah oui, c'est celui-là. Non, c'était celui que tu as montré là. Avance un peu. Voilà, celui-là. La question, c'est est-ce qu'on obture tout le canal avec de la gutta, même la partie élargie? Mais je pense que tu as répondu tout à l'heure. Tu as dit que tu avais mis du composite. Exactement. Ici, la partie gutta persa, ça va être vraiment pour la partie canalaire. Mais comme dans ces cas-là, c'est très fragile la paroi qui est parvestibulaire, on va faire avec du composite. D'accord. OK.
Merci d'avoir posé la question et merci d'avoir répondu. Oui. Et voilà. Vale. Allez, Balai. Balai, c'est ce qui est le plus important. Balai, c'est ce qui est le plus important. Tu connais balai, avec tout. Je peux pas les contrôler. Quelques sondes et un peu de balai et on est au top. Et quelques lignes, bien sûr. Voilà, on va parler un peu de livres quand même. Le cas que tu as montré avec la fêlure, le dernier cas. Oui. Alors, qu'est-ce que tu. Oui. C'est quoi le pronostic de cette dent? Qu'est-ce que tu proposes? C'est l'extraction? Ici. Tu avais une très jolie radio du CBCT après. On parle. Attendez. Ouais, non. Celle où on voit le. Voilà. Celle-là. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour cette dent? Parce que je suis celui qui apprend le plus de trucs ce soir, parce que moi, je suis orthodontiste à la base, donc l'endo, c'est très loin, mais finalement, je bouge les dents avec les racines, donc aussi concerné. Et qu'est-ce que tu proposes pour cette dent? Parce qu'après, je vais peut-être avoir une petite idée. Vas-y. Sur ces dents, donc déjà, on se trouve avec la perforation par vestibulaire qui est dans un niveau presque cervical, donc on est dans la partie plus fragile. Et numéro 2, la proportion coronoradiculaire, il est ultra mauvaise. Donc, la racine qui nous reste, elle est pas conservable, en fait. Donc, ici, c'est extraction directe. Tu sens ce qui va venir, Jean-Paul? Je sais. Tu sens. Voilà, il sait parce qu'on est un vieux couple. Alors, voilà, pour ces dents qui sont perdues, moi, si tu veux, je suis un défenseur des causes perdues. Alors, pour ces dents qui sont perdues, avant de la perdre totalement et d'extraire la dent, puisqu'il va falloir ensuite la remplacer éventuellement par des éléments implantaires ou prothétiques ou les deux, eh bien, il y a un truc auquel on ne pense pas toujours et que, voilà, je vous rappelle pour vos plans de traitement, on peut faire une égression de cette racine perdue après avoir nettoyé, bien sûr, et on peut récupérer de l'os qui servira dans un deuxième temps pour le remplacement de cette dent perdue. Voilà. Juste ce petit détail qu'on oublie tout le temps. Je suis, si tu veux, un petit intermédiaire entre le davier et la poubelle. Avant de procéder, tu peux gagner quelques millimètres d'os précieux par la suite. C'est ça, c'est qui permettra d'avoir un site. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est une chose que j'ai fait, pas beaucoup, mais j'ai fait surtout dans des cas où il y a des grosses infections apicales. Les problèmes, c'est que dans ces cas-là, la perte est parodontale. Il y a une perte de l'os horizontale et verticale. La pire, c'est la horizontale. Et la horizontale, on ne va jamais la récupérer. Donc ici, c'est vraiment, on peut récupérer jusqu'à les deux corticales, mais on ne va jamais récupérer cette hauteur. Et ici, la perte de l'os qu'il y a, c'est avec hauteur. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je le suggérais pour les cas cliniques qui ressemblent et qui sont un peu plus favorables. Mais il y a un petit temps de réflexion avant la poubelle, entre le davier et la poubelle. Alors, on a une question de Sophia H. Sophia H, votre question n'est pas très, très claire. J'aimerais bien que vous la reprécisiez ou que vous l'explicitiez et je vous promets, on va la poser à Victoria. Voilà, continue, Victoria. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, pas. Voilà, on va parler un peu des lignes et on va parler d'instrumentation et irrigation. Super important. Objectif de la instrumentation. Donc, déjà, l'objectif, c'est que toute la irrigation arrive à toutes les canaux radiculaires. Comment on va faire ça? À travers la instrumentation, et on va le faire d'une façon progressive. L'élargissement qu'on va suivre, n'importe le système de limes qu'on utilise, ça va être toujours progressif, c'est-à-dire de coronal à apical. Si on utilise un système de limes unique, parce qu'on a envie de le faire plus agile, on va toujours démarrer avec quelques millimètres en coronaire. Ensuite, on va suivre les schémas suivants. Ensuite, on va irriguer. Et ensuite, on va perméabiliser avec une lime K, une lime manuelle, 8 ou 10. Pourquoi on fait ça? Parce que en faisant cette étape d'élargissement, ensuite irrigation et ensuite passer la petite lime pour suivre la longueur du canal, on est en train d'éviter de faire des blocages, on est en train de suivre éviter de faire des fausses routes et surtout suivre à la fin, l'endodontie c'est très protocolaire. Donc, on suit bien les bases, on va avoir moins de soucis, moins de rester coincé dans nos soins et les surprises surtout.
Et l'autre chose, pas seulement pour ne pas avoir des complications, l'objectif de l'irrigation, comme je viens de mentionner, c'est que toute la irrigation arrive à toute la longueur des canaux radiculaires. Donc, l'objectif, c'est que l'hypochlorite, que c'est le vrai composant qui va faire qu'on élimine les tissus nerveux, arrive partout. Donc, déjà, avec l'élargissement qu'on va créer avec nos systèmes de Lyme, on peut faire que cette hypochlorite arrive dans toute la partie du canal principal, disons, mais il ne va jamais arriver, nous, avec la partie mécanique, on ne va jamais arriver dans des canaux latéraux, dans des ramifications. Et ça, on va réussir à le faire avec la irrigation et avec cette perméabilisation, donc ce schéma qu'on va marquer avec la lime manuelle, entre chaque passage des limes mécaniques. Donc, petit rappel, quand on parle d'irrigation, c'est une chose qu'on sait tous, mais c'est toujours important de le laisser très clair. Les tissus organiques, donc tout ce qui est tissu nerveux, ça va être éliminé avec les hypochlorites de sodium purs. Il ne faut pas les mélanger. Ensuite, les tissus inorganiques, c'est la partie qu'on va enlever avec un chélan. Donc, les matériels qui est chélan, normalement, on utilise que deux. Ça va être ou les EDTA liquides ou l'acide citrique. J'ai dit liquide parce que tout ce qui est pâte, comme les glides, etc., qu'on met dans les gants, après on met dans les racines, ça fait plus pire que bien. Parce que c'est une pâte très difficile à retirer au moment qu'on l'a mis dans les parois et qui est collée dans les parois de la lentille. Et ça n'arrive pas pour le fait que c'est une pâte, que ce n'est pas liquide. C'est très difficile de la faire arriver vraiment en apical. Donc, quand on a des difficultés pour perméabiliser parce qu'il y a un blocage ou c'est calcifié, toujours EDTA ou acide citrique. On avait deux questions, dont une rapide. Si tu veux les donner, Jean-Paul. Oui, la première question très rapide, mais on voit la slide et on a la réponse. Quelle est la bonne concentration d'hypochlorite à utiliser? Donc, je te laisse répondre. L'hypochlorite de sodium est standard, ça va être à 4,26%. Mais voilà. Alors, on a Sophia qui insiste sur la position du tenon qu'on a vu dans le cas précédent, mais ne revient pas sur la slide. Parce qu'en fait, si tu veux, sa question, c'est comment vérifier que le tenon n'a pas été trop posé en vestibulaire. Moi, si tu permets, je peux répondre parce que moi, j'ai fait que de la prothèse pendant 20 ans derrière des endodontistes. En général, quand on a un traitement canalaire qui a été dignement fait et fait avec énormément de précision, il suffit de suivre en fait la gutta pour être sûr qu'on ne se trompe pas de direction pour pouvoir créer son logement canalaire. Donc, il n'y a aucune raison de faire un tenon de travers quand le traitement de canalaire a été fait correctement, à moins d'être un bourrin. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut tout simplement utiliser des gates pour arriver à son niveau de tenon. Et puis, on peut toujours faire un contrôle derrière. Oui, on peut faire un contrôle derrière, mais c'est vrai, on ne peut pas le voir en radio rétroalvéolaire parce qu'en fait, on n'a pas l'axe. Mais c'est dans la partie clinique qu'on le sait, puisqu'en fait, on suit tout simplement l'obturation de gutta et puis on est dans l'axe de l'obturation. Tu veux dire qu'on est homothétique? Non, mais on le voit quand on fait son forage, on suit tout simplement l'obturation de gutta. Tu veux dire en commençant de façon séquentielle avec des plus petits forets jusqu'au plus grand. On sait exactement où on va quand on a une obturation qui a été faite correctement. Donc en fait, il ne s'agit pas de forcer. On est exactement dans l'axe parce qu'on est guidé par l'obturation elle-même. Donc il n'y a aucune raison de se retrouver avec un tenon qui est de travers comme ça, à moins vraiment d'être… Donc, si je peux me permettre, on se met dans les doigts ou dans les bottes de l'endodontiste. Oui, exactement. On suit le chemin tracé par l'endodontiste. Victoria, tu confirmes? Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut utiliser des forêts qui ne soient pas agressives et qui simplement délogent progressivement la gutta pour pouvoir ensuite faire son logement canalaire sans être de travers et sans risquer effectivement de perdre la dent. De rien, Sophia. Merci, excuse-moi de t'avoir interrompu. On va continuer sur l'obturation et l'irrigation. Cette radio,
on voit un prémolaire qui est complètement d'un côté, il est ultra calcifié, en sachant donc cette direction, cet axe qu'on a déjà vu, donc on va voir la taille de l'accès canalaire, la direction, etc. Et avec la irrigation, on va pouvoir faire une obturation 3D, que j'aime bien l'appeler, parce que tous les isthmes qu'on voit entre les canaux vestibulaires et palatins, c'est impossible d'y arriver de manière mécanique, mais on va y arriver avec la irrigation et aussi avec l'activation de l'irrigant. Ça, on en parlera largement dans la masterclass. Mais voilà, surtout de faire activer cet irrigant. Un autre exemple ici, donc on voit un prémolaire. Littéralement, on voit la radiographie et on pense qu'il y a une ligne droite, paf, simple, il y a un carie, je rentre, je fonce, allez, c'est parti. Mais au moment que j'active mon irrigant et que j'ai fait bien mon obturation 3D, non, et je passe la lime en perméabilisant dans chaque passage de la lime mécanique, je peux obturer ces canaux latéraux. Ensuite, ça, par exemple, ici, radio initiale, quand je reçois les patients, on voit une couronne, on voit 3 îles corps, on voit un endo et on ne voit même pas le traitement d'antine. Au moment que j'enlève tout ça et j'ai fait cette activation et tout, on observe cet énorme canal latéral. Et en plus, vous pouvez voir un peu juste à côté de la canal latéral cette radiolucité, donc l'image, la lésion en fait, la lésion périapicale, elle était à cause aussi de cette canal latérale qui n'a pas été obturée. Ça veut dire que l'activation, de ton hypochlorite va te faire le chemin de ton obturation, et c'est particulièrement vrai dans les canaux latéraux, puisque là, il n'y a pas de possibilité mécanique. Donc, ça veut dire que pour que ta gutta, en tout cas pour que ton ciment de scellement qui est activé prenne le chemin, ça veut dire que tu as fait une irrigation parfaite et qui a dégagé tous les débris des canaux latéraux. Exactement. Et pour avoir cette irrigation parfaite qu'on cherche, il faut évidemment la partie mécanique, mais en suivant cette perméabilisation, donc que la lime manuelle arrive jusqu'à l'apex à chaque passage, et pour que cette hypochlorite arrive à toute la longueur de la racine. Et c'est comme ça qu'on pourra donc à chaque fois retirer cette dentine et pouvoir irriguer cette canal latéral. Ici, par exemple, la radio initiale, et ce n'est pas avec canal latéral ou quoi, mais c'est simplement qu'il y a eu un blocage dans cette racine mésiale. Aussi, la distale était un peu courte. Mais ce blocage, pourquoi c'est arrivé? Quand on voit un radio initial d'un traitement qui a été fait, qui est un peu insuffisant, et on se pose, bon, moi, je pense toujours à ça. En fait, il y a un blocage parce qu'il n'y a pas eu assez d'irrigation, il n'y a pas eu cette passage de la lime manuelle. Si on aurait suivi ce schéma, on y va doucement. Donc, on pourra arriver jusqu'au bout. Ici, petit indice, comme c'est un blocage, donc quelqu'un est rentré avant et il a fait ce vraiment blocage-là, on va utiliser beaucoup plus de LTA ou acide citrique parce que c'est la partie, comme on a dit tout à l'heure, qui va retirer les tissus inorganiques. Que ce n'est pas le organique, donc le nerf, c'est inorganique, c'est tout ce qui est minéral. C'est la dentine, c'est tout voilà. Allez, donc avec ça. Pardon, je ne veux pas t'interrompre. Et combien de temps tu passes en général? J'imagine que ça dépend au cas par cas, mais combien de temps tu passes pour l'irrigation? Donc, et c'est une super bonne question. Avec les LTA, idéalement, il ne faut pas passer non plus longtemps. Il n'y a pas un timing établi. Mais les hypochlorites, c'est dans la littérature, ça, il faut minimum, du début à la fin de l'utilisation d'hypochlorite, 35 minutes. C'est-à-dire, même si je suis super rapide, je peux faire une endo en 2 minutes, c'est pas une endo. Donc, il faut que, c'est pas que je dois être 35 minutes comme ça avec l'irrigation, c'est simplement que du début que je démarre à l'irrigation, je passe la première ligne, patati patata, et route à percha, et du coup, avant obturer, j'ai fait à nouveau irrigation. Il faut qu'il y ait cette timing d'une longue demi-heure, disons, d'irrigation avec l'hypochlorite. Si on fait moins que ça, ce n'est pas considéré qu'on a eu le temps assez pour faire ce nettoyage calendaire. C'est un vrai travail de fond. Hein. Oui, et en fait, après, à la fin, il n'y a pas de secret. Oh, quel bel endo. Oui, mais en fait, il faut… Non, ouais, non, c'est un peu… Évidemment. Patience. Oui, franchement, avec l'endodontie, ça va… C'est pareil partout. C'est pareil partout.
Voilà. Dans les Et ça, c'est notre reprise endodontique où c'est un peu comme les cas précédents, en fait, pour pouvoir suivre tous les schémas de cette longueur radiculaire. Et voilà, il faut simplement donc EDTA et suivre toute cette perméabilisation. Je vais avancer parce que sinon, voilà, je ne veux pas non plus me coincer en tout cas, dans merci ça. d'illustrer tes propos par des cas cliniques à chaque fois. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci. Je trouve que c'est meilleur que ce soit un peu visuel. Ah, oui. Et merci. Et, bon, ici, simplement notre canal qui est obturé grâce à cette activation de l'hypochlorite et qui, bon, on voit toute cette image apicale qui va un peu vers mésial et en fait, c'est pour cette canal latérale que, voilà, qu'il fallait être obturé. Et ça, c'est un type très, très important parce que ça va paraître peut-être un peu bête, mais c'est super important. Donc, on voit cette image, cette panoramique. On l'a devant nous, le patient est là et tout de suite, la majorité de nous, on va voir ça, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on voit? On va réfléchir. OK, je vois une ligne de corps, une couronne sur la 26. On voit un carré sur la 36, patati patata. On va voir plein de choses. OK, mais est-ce que je peux donner des informations avec cette radiographie panoramique? La réponse, je ne vous laisse même pas répondre, la réponse est non. On ne va jamais faire un diagnostic avec un panoramique. Avec la panoramique, on va voir une carte ou un guide pour savoir, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À partir de là, notre meilleur ami, ça va être la radiographie périapicale. Toujours. Ça, je ne vais pas démarrer un soin quoi que ce soit, comme avec cette panoramique, sans avoir fait une radiographie périapicale avant. Parce que la radiographie périapicale, je vais voir plus de proches et je vais voir mieux. Très important avec la radiographie périapicale, c'est la angulation. Les deux radios que vous voyez ici, c'est les mêmes patients, la même dent, les mêmes jours, avant et après les soins. Mais comme vous pouvez voir très clair, donc dans la dent, en fait, elle est complètement en diagonale parce qu'il y a la dent devant elle, elle n'est pas là. Donc, quand on a fait la deuxième radio, dans la radio finale de soins, elle est complètement droite. Mais en fait, cette angulation, ça va changer énormément au moment d'avoir les informations. Par exemple, je mets un autre exemple que peut-être si c'est un peu plus clair. C'est comme tout à l'heure, même patient, même jour, tout. Mais la radio à gauche, on voit les dents beaucoup plus courtes et même les patients ont les dents très courtes et la couronne est très petite, etc. Mais non, en fait, à droite, c'est la radio a été faite beaucoup plus perpendiculaire à cet axe des dents et on voit la vraie longueur, disons, et on voit beaucoup bien. Et par exemple, à gauche, comme on parlait tout à l'heure du ferrule, la dent où je suis en train de faire les soins, on voit, on dirait qu'il n'y a pas de ferrule, mais après les crampons, ça tient. Donc, à droite, on peut voir vraiment qu'il y avait cette ferrule, il y avait cette hauteur des tissus des dents en bonne santé. Je vous mets cette mini c'est moi qui vais taper. Voilà, vidéo. Simplement pour voir, parce que ça pose beaucoup de questions. Et bon, je répète, on va voir ça largement pendant la masterclass. Quand on a les angulators, ça c'est pour un RVG, donc celle avec un câble qui est digital. On a les bleus, que c'est pour incisifs, les jaunes pour des postérieurs et les rouges pour des bite wing ou mordures. Ici, c'est ce que je vais faire, c'est utiliser la bleue, pour celle qui est pour intérieur, pour faire une radiographie dans une molaire. Mais c'est ce que je vous montre dans l'image, c'est que déjà, faire attention à que ce soit dans la même ligne, ça paraît bête, mais c'est une erreur que je vois assez souvent. Et du coup, au moment où on aura ça, la partie avec le métal, ça va aller comme une espèce de pince vers la partie extérieure. Et bon, dans ces cas-là, on va placer l'RVG de façon verticale. Et on va mettre ça en bouche, vous allez voir tout de suite, en rentrant par la partie qui n'a pas les métals. Donc, en rentrant la partie qui va aller vers les bas, pardon. OK. Voilà. Là, on va déranger un peu la patiente. Et je vais rentrer d'abord vers les bas. On va faire un peu de pression. Et voilà. Et simplement demander des mordeurs. Si on n'a pas de tort parce que ce n'est pas un RVG, je vous recommande d'utiliser un coton pour que les patients mordent. Et comme ça, on gagne un peu de tort et ça
va permettre de faire la pose perpendiculaire. Ouais, Évidemment que le couronne de radio soit perpendiculaire et pas vers le haut, vers le bas, droite ou gauche. Ça va vraiment être perpendiculaire. quelle que soit la Ça, radio périapicale, évidemment, tu utilises l'angulateur. toujours, parce que si on utilise les doigts, et on perd cette perpendicularité, je ne sais pas si c'est un mot, et Oui. parce que ça va tourner comme ça, et par contre, quand on met la radio périapicale, on est obligé de suivre cet axe, ça va être droite. Si on le fait avec les doigts, ça va être un peu, très facilement, on va avoir une angulation qui va nous donner une fausse information, une couronne qui est un peu plus. Voilà, longueur de la racine ou le férule, ou voir la couronne trop longue. En fait, on croit qu'elle n'est pas conservable là-dedans, mais en fait, elle l'était. Plus de perpendicularität, mieux information. Donc, c'est le type de radio où les patients vont se plaindre. Ah, ça dérange. Ah, mais c'est ce qu'il y a. Et voilà, c'est simplement, on va dire ça, on leur dit ça va être rapide et c'est tout. Mini résumé, c'est ce qu'on a vu jusqu'au présent et on va passer à voir des cas où on va tous participer et vous pouvez voir tous peut-être plus clairement. On a parlé que avant de rien faire, il faut avoir les diagnostics, donc savoir lesquels sont les problèmes. Comme ça, on pourra trouver une solution. On ne va pas décider quel traitement on va faire sans savoir qu'est-ce qui se passe. Pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de toutes les informations possibles avant de démarrer pour avoir des surprises pendant les soins. L'accès caméral, super important, considérer la taille et la direction avant de démarrer pour savoir vers où on va aller. Ensuite, l'élargissement, ça va être progressif de coronal à apical en suivant les schémas qu'on a parlé avec irrigation, passage de la ligne de perméabilité, LIMCA, et à nouveau la ligne mécanique. Et voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et ensuite, qu'avec une panoramique, on ne va pas faire un diagnostic, on va simplement avoir une carte ou un schéma pour savoir comment suivre. Bon, je ne sais pas si c'était trop ou trop rapide ou je ne sais pas. Non, super. Alors, tu sais quoi, Victoria, tu m'as appris un nouveau mot. En fait, tu m'as appris un nouveau mot parce que franchement, je n'avais jamais entendu parler de férule. Et donc, je viens de taper sur Google férule. Et férule donc, dentaire. Oui, férule dentaire. Et alors, ce terme désigne la structure dentaire circulaire qui délimite le pourtour de la structure dentaire résiduelle au niveau cervical. En fait, moi, je n'avais jamais entendu parler de férule et j'ai 45 ans de dentisterie derrière moi, donc tu vois comme quoi on apprend tous les jours. Eh bien, la férule, en fait, c'est juste finalement la structure dentaire résiduelle pour être capable d'aller la cercler et pour pouvoir, en fait, soit reconstituer, soit pouvoir poser une digue sans que la digue n'échappe ou en tout cas ne puisse être fixée. Donc, en fait, c'est la structure dentaire résiduelle qu'on appelle la férule dentaire. Je te remercie de m'avoir appris ce nouveau mot. Merci. C'est ce aussi. Eric ne connaissait pas non plus. Ah, donc c'est. C'est un terme tout à fait googlisé, puisqu'en fait, férule dentaire, c'est la structure dentaire résiduelle pour pouvoir effectivement cercler comme on cerclerait un tonneau. Voilà. Je n'utilisais pas le mot précis, mais je disais en bonne santé. Peut-être que ce n'est pas très précis pour parler de santé. En fait, c'est la structure. Est-ce qu'il reste suffisamment de structure dentaire résiduelle pour pouvoir effectivement faire son endo en toute sécurité et en étant très étanche. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça. Excuse-nous, mais voilà, on voulait te remercier pour nous avoir appris ce nouveau mot. Merci à vous. Et à continuation, je ne sais pas comment on va les timings, mais j'ai plusieurs cas. Je vous invite à faire ça. On va faire ça ensemble. Je fais et n'hésitez pas, vous regardez les questions et vous me dites si les gens, voilà. Ok, mais, on suit les questions. De toute façon, on est devant le chat là. Parfait. Donc en fait, c'est pour que vous vous mettez un peu dans la situation. On est dans les cabinets. Bonjour, les patients sont là. Paf, radiographie. Donc déjà, on voit cette radio. La question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai peut-être un peu dans ces premiers cas. La majorité, il y a envie de dire, on enlève la couronne, on fait ceci, on fait cela. Non. Après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, je continue. Ok. Donc,
Nous, on n'a pas le droit de répondre, mais on va attendre que nos auditeurs s'excitent un peu. Pour l'instant, rien ne vient, donc on va… On va faire comme ça. Ce premier cas, j'ai fait un peu le spoiler. Et du coup, on va voir un peu ça. Et c'est ce qu'on va faire en suivant, c'est ce que je vais vous expliquer dans tout le… Voilà, c'est avoir plus d'informations. Donc, CBCT. Je suis très prévisible avec ça. Quand on fait les CBCT, qu'est-ce qu'on observe? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'artefacts parce qu'il y a plein de métal dans la bouche. Mais important, on voit la racine, on voit cette image apicale. Donc, on voit cette image un peu vers les côtés de la racine, mais on voit cette tissu de granulation. Donc, au moment qu'on a cette information, la réponse, donc, on va faire une reprise du traitement endodontique. Je vais un moment en arrière pour que vous faites attention aussi. Il y a une filtration coronaire par distale. Absolument. Et cette image périapicale à la racine qu'on a confirmée avec le CBCT. Il y a un peu plus de détails dans la radio, mais on ne va pas non plus embêter avec ça. Donc, on savait qu'il fallait procéder avec ces traitements endodontiques. On a retiré la couronne. On a fait les soins d'endo, la reprise des traitements endo, et on a mis un provisoire. Donc, déjà, dans la radio finale, vous voyez toute cette structure dentaire qui est restée en dessous de la couronne, qui est assez solide, pour faire une nouvelle couronne. Ça, c'est un petit exemple. On va passer à un autre cas. Ça, c'est avant-après. On va passer à un autre cas. Ici, je vous repose la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu nous as aidé au début, il faut quand même plus d'informations, évidemment. Voilà. Donc, c'est quoi plus d'informations là? Ici. Les amis nous répondent pas. Qu'est-ce que c'est plus d'informations, les amis? Spoilons. Spoiler. Et ici, je parle, vous m'arrêtez quand vous voulez. En général, on va faire plus attention à la plus grande chose dans l'image. Les patients viennent avec douleur. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Donc, la première chose qu'on voit, c'est une grosse couronne sur la molaire, sur la 46. Et il y a un gros pivot en métal, etc. Mais, je vous fais spoiler, il n'y a pas d'image dans la 46, oh là là. Mais, on regarde la prémolaire juste à côté. Et on voit cette carie qui est par distale et qui affecte, qui rentre directement dans les nerfs. Donc, dans ces cas-là, d'où la symptomatologie du patient et qu'on confirme qu'il n'y a pas d'image périapicale dans la 46, on a fait, on voit les bite wings. Comme je viens de vous expliquer, on fait cette CBCT, on confirme s'il y a cette lésion et on vérifie la vitalité sur la prémolaire. Les résultats, donc c'est ce qui s'est passé, c'était un problème sur la 45 et il y avait une nécrose, pulpite irréversible dans ces cas-là sur la 45 et donc du coup on a procédé à faire les traitements dentiques sur la 45. Et cadeau, on a trouvé cette obturation du canal latéral et parmésial, qui en fait on voit vraiment cette perte osseuse qu'il y avait à ce niveau-là. Donc la dent causale, c'était la prémolaire et en fait la symptomatologie, c'était une pulpite. Exactement. Ces cas-là, j'adore. Et si vous voulez vous lancer à dire, ne soyez pas timide, et sinon je peux continuer à y aller doucement. Alors, facile, plus d'informations. Plus d'informations, bien sûr, pour voir la lésion périapicale, et puis aussi le CBCT déjà, évidemment. Voilà. Bon, la vitalité, là, on est sûr que ça ressemble à une nécrose. Voilà. Et puis
puis, ben on va te laisser spolier parce que Voilà. toi, tu sais, Les gens sont nous, timides. on sait qu'un petit peu. Et c'est très, très bien. C'est exactement ce que tu viens de faire. On voit la carie, on voit la lésion, on voit une petite chose parmésiale assez spéciale, un peu de pourquoi il y a une lésion là-bas. Donc, on fait le CVCT et c'est ce que je veux que vous faites attention ici. C'est pas seulement l'image en apical, mais voir que toute cette tache noire, ça monte jusqu'à affecter cervical. Donc, il y a une perte de l'os à ce niveau-là. Vous voyez, voilà, paf, ça vient de cervical jusqu'à apical. Ça s'appelle une lésion paro-endo combinée. Je ne sais plus si c'est les mots justes en français. C'est endoparo, mais c'est ça. C'est une lésion endoparo-dentale. Voilà. Exactement. Donc, et évidemment, la dent est nécrosée. Donc, les problèmes dans ces cas-là, c'est que d'où à cette carie qui a donné une nécrose parce qu'elle n'a pas été traitée, il y a une nécrose du nerf, les nerfs, et ça n'a pas été traité endodontiquement, la lésion a continué à développer jusqu'à arriver à affecter la partie, à donner un problème parodontal, en plus un problème endodontique. Donc, en sachant ça, on sait que les traitements à faire, c'est pas une surprise, ça va être des traitements des racines. Et c'est ce qu'on observe, c'est que ça, c'est la radio après avoir fait l'obturation finale, donc après les soins d'endo. Et quand on fait les contrôles, simplement 2 mois après avoir fait les soins, on voit déjà, et c'est seulement la radio périapicale, il n'y a pas de CVCT, vraiment ce développement de l'os qui a été créé seulement 2 mois après avoir fait cette intervention. Et là, je vous mets la radio avec les contrôles à 2 ans et on voit une régénération osseuse complète. Exactement. Donc, déjà de la radio initiale à la radio finale, et même, c'est sûr qu'un jour, on aurait peut-être décidé de arracher cette dent ou à la perte qu'il y avait. Donc c'est un problème endodontique au départ qui s'est transformé en un problème parodontal par la suite. Et le problème parodontal, ça veut dire qu'en fait, il y a eu régénération de l'os parodontal grâce au traitement endodontique. Exactement. Ok. Il est 21h07, juste pour te dire, Victoria, parce qu'on est dans des timings un peu de entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, juste pour nous dire où tu en es. Voilà. Franchement, là, je peux m'arrêter ici. Là, j'ai ajouté encore 2 ou 3 cas. Soit on voit encore un cas ensemble, soit on s'arrête ici, ce qu'on vous voulez. Non, bah écoute, finissons avec un dernier cas, si ça serait, où tu termines avec ton dernier cas, pour que nos auditeurs ne soient pas, comment dirais-je, comme ils ont certainement, on est dans des formats 45 heures pour ne pas qu'ils aillent trop loin d'après leur journée, comme la tienne, j'imagine, qui a été très longue. Et alors, je vous montre ce cas. Il n'y a pas la fin, mais je vous montre exprès parce que, voilà, pour que voilà, je crois que c'est important. Radiographie initiale. 2 prémolaires. Bon, la périapicale, on voit ces 2 prémolaires. Déjà, on voit une prémolaire. Voilà, les 2 sont traités endodontiquement, mais si vous faites attention, il y en a un qui a un dépassement de goutte-à-pertier et tout. Donc, un, il est trop long. Et l'autre, il est trop court. Donc, on a un peu de tout. Et on voit cette radiolucidité déjà dans la radiographie périapicale. Donc, déjà, on fait les spoilers de ce qu'on va suivre. On fait l'observation clinique. Et vous allez voir tout de suite le CVCT et sondage parodontal. Vous allez voir pourquoi. Cliniquement, les patients arrivent comme ça, avec une fistule, avec un bouton. Quand je vois ça, la première chose que je vais vouloir faire, c'est ça, les sondages parodontal. Si vous faites attention, quand on fait les sondages parodontal, ça s'arrête au bout de 3 mm, 2-3 mm, pas plus. Pourquoi c'est important? Parce que s'il y a plus de profondeur des sondages parodontal, ça veut dire qu'on a une perte parodontale, donc probablement il y a une fracture, parce que c'est des dents qui ont été traitées déjà. Donc, pardon. Je me permets de dire qu'on est sur une photo un peu inversée, puisqu'en fait, la dent du bas, là, est une dent du haut. Là, on est sur une 25, je crois, ou une 15, je ne sais pas. Tout à fait. Je n'ai pas tourné la vidéo, c'est supérieur. Et en fait, là, on est en train de voir comme si c'était inférieur.
mais c'est à Voilà. 24-25. C'est une dent du haut dont on parle. Oui, c'est 14-15, pardon. Donc là, on a vérifié que les sondages, c'était physiologique. OK. Et ensuite, on va faire la fistulographie, c'est-à-dire confirmer que les problèmes viennent vraiment des prémolaires. La fistulographie, c'est mettre la gutta percha pour voir les tracts fistuleux et ensuite faire une radiographie pour voir avec les cônes de gutta percha pour voir d'où ça. On confirme avec cette fistulographie et bon, ça vient de cette image des prémolaires, même si ça part un peu vers la molaire, parce que grâce au CBCT que je vous montre tout de suite, on voit cette perte osseuse, qui vient vraiment de les deux prémolaires. D'un côté parce qu'une, elle est courte et l'autre parce qu'elle est trop longue. Donc, ici, les soins à suivre, ça va être donc simplement diagnostic. Le diagnostic, donc le problème, c'est d'origine endo. Donc, il faudra faire les reprises des 24 et 25. Et je m'arrête ici, que je ne vais pas non plus vous faire finir plus tard. Mais non, voilà. c'est passionnant, c'est passionnant. Vraiment, on continuerait des heures encore parce qu'il n'y a rien de plus parlant que les cas cliniques et tes cas cliniques sont magnifiques. C'est vrai que sont très bien documentés, c'est très didactique parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as rappelé tout au début de ta conférence, il n'est pas urgent de prendre ces instruments, il n'est pas urgent il est urgent surtout de réfléchir et de voir à quel point on a besoin, comment dirais-je, de prendre plus de renseignements pour savoir effectivement, faire le diagnostic et puis ensuite faire en sorte que les choses se fassent step by step comme on le dit. Alors, est-ce que je vais proposer aux internautes qui sont en ligne d'éventuellement, s'ils ont encore une ou deux questions à poser à Victoria avant qu'on clôture cette conférence. Je vois qu'il y a Vincent qui pose une question dans le dernier cas clinique, mais sa question s'est arrêtée. Donc, Vincent, si vous voulez continuer, peut-être, voilà. Est-ce qu'il faut faire une résection apicale sur la dent surobturée? Là où la gutta est trop longue. Là où ta prémolaire, la première prémolaire, tu avais un petit dépassement. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une résection apicale pour tout simplement enlever le dépassement qui existait auparavant? C'est une super bonne question. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est le traitement orthograde, donc traitement endo classique, c'est reprise dans ces cas-là, pour essayer de sortir cette partie qui est une apicale. Ensuite, très probablement, ça peut être qu'on réussit, mais très probablement, on ne va pas réussir. Donc, on va obturer à longueur de travail, même s'il y a une partie qui reste en apicale, et on le laisse comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être avec cette étanchéité d'obturation et nettoyage des canaux, on réussit avec les premiers contrôles qu'on va faire avec les patients au bout de 3 mois. On va voir déjà s'il y a une amélioration de cette taille de la lésion au bout de 3 mois. Si on n'est pas sûr de cette guérison, on va faire un deuxième contrôle plus 3 mois, donc au total 6 mois. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas du tout de changement, on va y aller avec la chirurgie apicale. Sinon, de toute façon, ce qu'on fait, c'est laisser le temps, parce que peut-être, ça m'est arrivé pas mal de fois de voir qu'il y a des guérisons quand en fait, il y avait une partie des pattes qui était en apicale. Donc, orthograde, contrôler, et ensuite, si ça ne guérit pas, direct chirurgie apicale. D'ailleurs, le patient est prévenu. Et voilà. Ok. Écoute, merci infiniment, Victoria, de toute cette conférence. Les cas sont magnifiques et je suis persuadé qu'ils ont hâte de venir te rencontrer pendant la masterclass. Donc, merci infiniment. Tu as spoilé un peu, comme je reprends tes expressions pardon, pour certains cas, mais finalement, moi, je trouvais que ce n'était pas du spoiling, c'était du teaser de ta masterclass à venir. Voilà, c'était super sympa. C'est bon. Voilà, et nos internautes te remercient pour les réponses qu'ils ont à leurs questions. Et écoute, Victoria, on te remercie infiniment. On remercie tout le monde d'avoir été en ligne. Il y aura, le replay sera disponible pour tous ceux qui n'ont pas pu honorer ce rendez-vous de ce soir.
Et écoute, on te donne rendez-vous. La date de la masterclass sera donnée très rapidement. On ne l'a pas encore définie, mais ce sera donné dans le premier trimestre. Et on vous remercie tous de vous être connectés. On vous avertira pour les prochaines conférences, les prochains webinaires. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.